Mars 2011, Massy-Palaiseau. Suite à une défenestration, Justine Brudon et son bébé Adam sont retrouvés morts au pied de l'immeuble où ils vivaient. À leur côté, les pompiers retrouvent 3 autres membres de la famille. Ils ont survécu miraculeusement à leur terrible chute. C'est au 2e étage de cet immeuble que le drame s'est produit. Les circonstances du drame restent très confuses. La police privilégie la piste du différend familial. J'ai vu des flammes, une porte qui s'est ouverte, des gens qui couraient partout. Parmi les victimes, les pompiers ont découvert les corps d'une mère et de son enfant âgé de 4 mois seulement. Les rescapés, encore en état de choc, n'ont pas pu expliquer leurs gestes. Selon les premiers éléments de l'enquête, des phénomènes étranges auraient poussé toute la famille à se défenestrer. Je supplie ma mère d'arrêter et elle me dit c'est trop tard, je ne peux pas. Je ne peux plus revenir en arrière. Et on entend des bruits sourds dans les murs. Et puis ça s'arrête pas. Et on comprend que la porte vient de lâcher. Et on sait que tout est fini là. Ça fait. Justine, elle avait le petit dans les bras, elle a sauté la première. On a affaire à une femme qui prend son enfant pour fuir le diable. Comment une famille tout entière a-t-elle pu être poussée à se défenestrer? Suicide collectif, coup de folie ou meurtre, aucune piste n'est écartée. L'enquête a déjà été confiée à l'unité spéciale de la gendarmerie, une cellule d'élite spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Dans la nuit du 4 mars 2011, à 1h45 du matin, les pompiers de la caserne de Massy-Palaiseau reçoivent un appel d'urgence, car des flammes ont été aperçues à l'intérieur d'un immeuble. À leur arrivée, ils se retrouvent face à une situation des plus incroyables. 5 personnes, dont un bébé, se sont défenestrées. 3 d'entre eux ont survécu et leur témoignage est des plus inquiétants. Ils affirment avoir été poussés à se jeter dans le vide par un être enflammé. Le général Carnot, qui dirige l'unité française spécialisée dans les phénomènes paranormaux, se souvient du jour où son service, la section 13, est parti sur cette enquête extraordinaire. Je me souviens d'un appel du préfet à 5h du matin. Appel du préfet qui était très angoissé parce que les pompiers étaient arrivés résidence des Chênes à Massy-Palaiseau dans un appartement où il y avait véritablement une scène épouvantable. À notre arrivée, on constate que par précaution, les pompiers ont coupé l'électricité, ce qui ne nous facilite pas les investigations. Parmi les hommes que commande le général Carnot, il y a le capitaine Brunel. À la tête du département d'investigation de la section 13 depuis 34 ans, il a été particulièrement marqué par cette affaire, car son esprit plutôt cartésien va se heurter à quelque chose d'inimaginable. On arrive sur les lieux, apparemment il y a une violente bagarre, mais on n'a pas vraiment d'informations. En arrivant sur place, les enquêteurs de la section 13 ont du mal à comprendre ce qui a pu se passer dans cet immeuble. Le lieutenant Etchebarri, qui dirige la cellule scientifique de la section 13, arrive sur place à 2h du matin afin d'expertiser la scène du drame. La mère était allongée dans un coin, l'enfant pas très loin. On pense qu'on a affaire à une scène de ménage qui aurait mal tourné. Très rapidement, on est dans quelque chose de très inhabituel. Si la section 13 a été immédiatement mobilisée sur ce dossier, et si pratiquement aucune information n'a été communiquée aux journalistes, c'est que les premiers éléments récoltés sur les lieux du drame sont tout simplement terrifiants. J'ai rarement été confrontée à des faits aussi impressionnants. Le commandant Lournec, experte en psychologie au sein de la section 13, arrive sur place pour entendre les survivants du drame. Il y a 3 rescapés. Pierre Brudon, le fils. Alexandre Rambert, un ami de la famille. Et Chantal Breton-Godin, la mère. Les 2 premiers ont reçu les premiers secours. Donc on m'a autorisé simplement à voir Chantal. Elle
n'avait que quelques blessures, mais elle était très très agitée. Elle était comme démente. Elle criait qu'on avait tenté de les tuer et qu'on avait emporté son petit-fils, un bébé de 4 mois. Comment un événement aussi tragique a-t-il pu se produire? 3 ans après le drame, l'unité spéciale de la section 13 accepte en exclusivité de revenir sur les faits. La première chose qu'on découvre quand on rentre dans l'appartement, c'est une forte odeur de soufre assez intense. Que les pompiers avaient également ressenti en entrant sur les lieux. Dans le domaine du paranormal, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que l'odeur du soufre s'apparente à la présence d'un poltergeist. Autrement dit, un esprit. Nous sommes une unité d'élite scientifique qui se base effectivement sur des faits, sur des analyses rationnelles, pragmatiques, qui font que la place pour l'explication de phénomènes paranormaux n'a pas cours chez nous. À l'époque, je n'ai pas accès au dossier. Michel Rosemary est l'un des rares journalistes à avoir pu écrire sur cette affaire. Spécialisé dans les enquêtes à caractère paranormal, il a de nombreux contacts au sein de la section 13. Mais cette nuit-là, devant l'immeuble où s'est déroulé le drame, il ne va trouver que très peu d'informations pour l'éclairer sur ce qui s'est vraiment passé. Mes sources m'indiquent qu'ils ont retrouvé dans l'appartement des objets très curieux, utilisés généralement lors de rites occultes. Dans le salon, on constate évidemment la présence d'une table. On devine sur la table un pentacle qui est dessiné à la craie. Autour de cette table, on retrouve des bougies et plus surprenant, on découvre également la présence d'un portrait d'une vieille dame en noir et blanc. Visiblement, certains membres de la famille Brudon ont participé à une séance de spiritisme quelques instants avant d'être pris de panique et de se défenestrer du 2e étage. Le spiritisme est considéré comme une science occulte fondée sur la croyance que des personnes peuvent entrer en contact avec l'au-delà. Les pratiquants communiquent avec ces esprits par l'intermédiaire d'un médium ou à l'aide d'objets inanimés. Dans notre affaire, c'est la pratique du Ouija et du verre qui bouge qui a été choisie. Les participants se tiennent assis autour d'une table sur laquelle est posé un pentacle marqué des lettres de l'alphabet. Ils approchent leurs doigts du verre et l'énergie générée permet de déplacer l'objet vers les lettres afin de constituer des phrases. Ils communiquent avec l'âme des morts. Les enquêteurs se retrouvent face à une situation complètement hallucinante. C'est toute une famille d'apparence normale qui, à la suite d'une séance de spiritisme, bascule dans un espèce de mouvement de folie, se jette par la fenêtre pour fuir l'apparition du diable. Les rescapés sont immédiatement conduits aux urgences de Massy-Palaiseau afin d'y recevoir les premiers secours. Le capitaine Sadoun se rend immédiatement sur place. J'ai tout de suite demandé des tests toxicologiques. La drogue et l'alcool sont les premières causes de ce genre d'hallucination. Mais les tests sont revenus négatifs. Et le taux d'alcoolémie s'est révélé très très faible. Un des éléments que la section 13 ne parvient pas à comprendre, c'est le témoignage de Micheline Leclerc, la voisine, qui a en premier donné l'alerte à 2h47 du matin. J'ai vu des flammes, une porte qui s'est ouverte, des gens qui couraient partout. Elle a été réveillée par des cris atroces qu'elle entendait, et là, elle a regardé par le judas de la porte. J'ai été réveillée vers 2h30 du matin par un bruit mais fracassant. Au départ, j'ai cru que c'était une bande de jeunes dans la rue. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que les bruits étaient beaucoup plus proches. J'ai ouvert ma porte, j'ai vu des flammes, de la fumée. Et là, elle nous dit qu'elle voit une silhouette en feu sortir de l'appartement. Je suis immédiatement rentrée chez moi. J'ai fermé ma porte, j'ai mis une serpillière mouillée et j'ai appelé tout de suite les pompiers.
Le plus perturbant, c'est que si on fait le comparatif entre le récit des victimes et l'heure à laquelle Micheline Leclerc prétend avoir vu sur le palier cette silhouette enflammée, ça correspond exactement à l'heure où Chantal, Pierre et Alexandre affirment avoir réussi à pousser le démon dehors. Ce témoignage inexplicable de la voisine des Brudon coïncide d'autant plus avec d'étranges marques retrouvées un peu partout dans l'appartement. En fait, l'appartement était rempli de petites traces de combustion sur le sol et également sur les murs du couloir et de la chambre. Bref, à chaque endroit où le diable aurait été vu. Plus troublante encore, c'est la forme très particulière de ces marques. Une forme qui n'est pas sans rappeler celle d'une main ou d'un pied. En fait, si on se réfère aux documents, on a vraiment l'impression de voir des traces de mains étranges. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout de taches de salissure, mais bel et bien de marques de combustion. J'ai entendu parler de ces traces de mains et de pieds. J'ai même vu quelques clichés. Aujourd'hui, ces traces ont disparu, l'appartement a été refait à neuf. Et pourtant, il est clair qu'elles étaient là et que personne ne peut expliquer pourquoi. Parmi les différents éléments retrouvés lors de l'enquête, les gendarmes ont mis la main sur la caméra d'Alexandre Rambert, un ami de la famille. Elle contiendrait la vidéo de la soirée et s'avère être un élément précieux pour les gendarmes. Ils ont également retrouvé un téléphone portable cassé dans sa chute qui pourrait aussi contenir des informations. En attendant l'analyse et la récupération des données, les enquêteurs s'intéressent à la première vidéo. C'est le seul élément matériel que nous avons pour démarrer cette enquête. Cette vidéo dure 12 minutes et filme essentiellement le début de la soirée. Tu filmes? Oui, bah ça m'arrangerait. Faire avec toi. Qu'on Il est bon d'ailleurs. ensemble, ou je sais pas. Voilà, Mais comment tu fais pour dormir avec le petit alors du coup toi? Parce que tu te lèves tôt le matin. Les boules de caisse. Les boules de caisse. Du coup le réveil. Je t'allège un peu. Non, non, tu me nous. Ouais. Avec mon copain. Avec le copain? D'accord. Dis bonjour à Adam. Allez. Salut Adam. Un sourire, un grand sourire. Oh. Il verra ça dans 20 piges. Ouais. Allez, trinquer. Il verra la tête qu'on avait quand il est né. Voilà. C'est mieux de te sortir. J'ai dit n'importe quoi. Aussi, hein? Aussi. Ouais. Pas comme Pierre. Cette première vidéo, en apparence banale, montre le début d'une soirée familiale qui va progressivement basculer dans l'horreur. On y voit les derniers instants de vie de Justine, la femme de Pierre. Tous ont accepté de revoir ces images 3 ans après le drame. Leur témoignage n'a pas changé et reste conforme aux déclarations de 2011. Les éléments qui apparaissent sur cette vidéo nous laissent à penser que le début de la soirée s'est déroulé de façon tout à fait normale et que la suite est absolument inexplicable. Ça marche comment ça? Le début de soirée se passe parfaitement. Les amis se retrouvent avec plaisir et décident de passer à table. On se passe la caméra, on se chambre un peu, on chambre ma mère, Justine, on parle de tout, enfin du travail. Mon petit qui dort. Profites-en, il dort. Peu après 18 h, c'est Chantal Brudon, la mère de Pierre, qui rentre dans l'appartement. Moi, j'arrive éreintée de l'hôpital. Puis après, ouvrant la porte, je vois Alexandre, que je connaissais un petit peu, avec mon fils, Justine, tout ça. Donc j'étais plutôt contente. J'allais partir dans un moment de détente. Donc jusque-là, les choses se passaient plutôt bien. Ça me rendait gaie, quoi. J'étais heureuse. Et puis la suite s'est avérée... Comment une soirée familiale, en apparence banale, a-t-elle pu se terminer en drame? Qu'est-ce qui a pu pousser 4 adultes et un nourrisson de 4 mois à se défenestrer le soir du 10 mars 2011? Cette curieuse séance a-t-elle été l'élément déclencheur d'une série de phénomènes inexplicables?
À ce stade de l'enquête, un élément intrigue les enquêteurs. La famille tout entière a voulu entrer en contact avec l'au-delà. Chantal Brudon-Godin a enterré sa mère 3 mois à peine avant cette histoire. Elle a mal encaissé le décès de sa mère, ma grand-mère. Elle s'en remet pas. C'est probablement ce drame personnel qui sera l'élément déclenchant de toute cette histoire. Ma mère était décédée, mais pour moi, je n'avais pas encore fait le deuil et pour moi, elle n'était pas encore partie. J'ai voulu faire des séances particulières pour me rapprocher de ma maman, quoi, tout simplement. Chantal Brudon-Godin, bouleversée par la mort de sa mère Rose, veut absolument croire que l'esprit de sa mère est encore près d'elle. J'étais prise comme de quelque chose qui me poussait sans savoir exprimer quoi. Un vrai échange avec ma maman. De prime abord, c'est des gens tout à fait ordinaires, qui passent une soirée chez eux. Et au bout d'un moment, en quelques secondes, tout bascule. Vers 1h15 du matin, les membres de la famille décident de se prêter ensemble à une séance de spiritisme dirigée par Chantal Brudon-Godin. Les images que vous allez voir ont été tournées 8 minutes avant que tous les membres de la famille se défenestrent mystérieusement. Viens Alex, viens. Viens. Ouais, on va jouer. Ouais. Alors c'est quoi votre histoire là? C'est quoi votre truc? Le tout, c'est d'appeler les esprits, non? Et comment tu fais? Bah écoute, chacun met son doigt et... Mais tu les... Voilà, tout. Moi, je vais peut-être aller rejoindre Adam, non? Non, mais non, parce que... Non, moi, je vais pas rester avec eux deux. Et t'as pas fini Non, mais c'est juste pour rigoler. Mais c'est pour... Et comme ça, on verra bien que ça marche. Tu me dis... Et comme ça, t'auras une preuve que ça marche. Ok, mais tu... Bon, écoutez, pas longtemps. Non, mais c'est rasant. On peut pas se concentrer. Ok. Non, mais c'est vrai. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Tu me dis que t'arrêtes de dire rien. Je le pose. Il y a la lumière, là. Tu me prends pour qui? Je le pose, regarde. Je sais voir, quand même. Bon, enfin, bref. Allez, on commence et on se calme. Ok. Vers 1h15 du matin, les membres de la famille se lancent dans une séance de spiritisme. Chantal Brudon-Godin, expérimentée dans ses pratiques, dirige la séance. On met un verre au milieu de la table, on est à peu près 4 personnes, avec des lettres de chaque côté. Les photos montrent des dessins étranges sur la table et un alphabet particulier. On fait une trace que l'on appelle un pentacle, et un pentacle signifie en termes de parapsychologie une porte. C'est un petit peu compliqué à raconter comme ça, mais oui, c'est une porte entre l'au-delà et la réalité. Après quelques secondes de silence, dans le calme le plus total, Chantal Brudon-Godin convoque donc l'esprit de sa défunte mère, Rose. On s'assied tous les 4 à la table, on se donne les mains, on se touche les doigts. Ensuite, on met un verre au milieu, au centre, et chacun de nous porte un doigt sur le verre jusqu'à ce que le verre bouge. Il y a un verre en plus. Mais rien ne se passe comme prévu. Et c'est un verre à shooter. Si on se concentre un peu, parce que il va servir à quelque chose ton mec. Là, elle n'arrivera jamais à nous parler, ma mère, si on fait autant. Pierre, il était comment, il savait pas trop comment faire. Au début, il se moquait de Chantal, mais il a bien vu qu'elle était pas tranquille. Moi, je vais peut-être aller rejoindre Adam. Non, parce que... C'est pas une impression, ça fait tout foirer. Ok, mais tu... Bon, écoutez, pas longtemps. Non, mais c'est rasant, on peut pas se concentrer. Je m'énerve, je prends le verre, je le retourne, et je dis stop, on arrête tout. C'est vous qui faites bouger le verre. Après s'être calmés, tous reprennent la séance. C'est chelou ton truc. Qui bouge le verre là? Esprit, c'est jamais, c'est jamais personne, il bouge pas tout seul. Hein. Maman, es-tu là, maman? Et là, j'ai croisé le regard d'Alexandre et on a vu qu'il y avait un truc bizarre quand même. Ouais, on avait tous les 4 nos doigts posés sur le verre, qui bougeait. Au début, moi je me suis dit c'est Alex. J'ai vu dans son regard que c'était pas lui qui faisait bouger le verre. Il croyait que c'était moi. Je lui ai fait non, c'est pas moi.
J'ai vu que d'un seul coup, quand j'ai commencé à sentir le verre bouger, je me suis dit, là, ça y est, je suis enfin arrivée à ce que je voulais. Chantal, qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Justine a peur, moi aussi d'ailleurs. Et elle demande à ma mère si on peut arrêter, et maman refuse. J'étais vraiment persuadée, ça a duré quand même quelques secondes, et c'est long les secondes, que j'avais vraiment ma mère presque en ligne, si je peux dire. Et en fait, c'était pas ma mère. Maman, tu as esprit, libère-nous. Chantal pose des questions à l'esprit, afin de savoir si c'est bien Rose, sa mère, qui se manifeste à eux. Il y a quelque chose de malsain dans la pièce. Maman, es-tu là? Maman, es-tu là? Esprit, libère-nous. Esprit, libère-nous. Je sens le cœur qui est oppressé, des palpitations, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui s'empare de nous et que la situation commence à devenir incontrôlable. Alors que l'ensemble du groupe est soudain pris d'un étrange malaise, Chantal comprend qu'un esprit maléfique se manifeste à eux. Tout leur échappe et la soirée bascule dans l'horreur. Ah, nous, on la croyait pas, enfin, je veux dire, du spiritisme. On s'était dit, voilà, jusqu'au moment où le verre, Le verre a bougé et ça voulait dire Adam. Ça appelle le nom d'Adam, mon bébé. Je supplie ma mère d'arrêter et elle me dit, c'est trop tard, on ne peut pas. On peut plus revenir en arrière. Et on entend des bruits sourds dans les murs. Et puis ça s'arrête pas. L'esprit va partir, ne vous inquiétez pas. C'est comme si c'était normal, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, l'esprit va partir. Pierre? Chantal, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est rien. L'esprit va partir, allez. Quand Justine entend ça, elle réagit immédiatement. Elle fait ce que n'importe quelle mère aurait fait à sa place. Elle se lève d'un bond et elle se précipite au chevet de son enfant sans attendre. On a tous couru. Je suis rentré immédiatement dans la chambre et là je le vois. C'était pas humain. On a du mal à comprendre qui ou qu'est-ce se trouve dans cette pièce. Ce qui est sûr, et là, tous les témoignages sont unanimes, ils disent que l'enfant est en danger et ils se battent physiquement tous les quatre contre cette menace. Avec Alex, on essaie de faire sortir cette chose de la chambre. Dès qu'on le touchait, on ressentait des brûlures. C'était pas humain. Les hurlements et les coups contre les murs réveillent leur voisine de palier. Vers 2h30 du matin, j'étais réveillée en sursaut par des hurlements, un bruit fracassant, des chaises qui tombaient, des portes qui claquaient, et j'entendais Adam pleurer. À 2h44 du matin, Micheline Leclerc appelle la brigade de gendarmerie de Massy-Palaiseau en expliquant qu'une bagarre a lieu dans l'appartement de ses voisins. Quelques minutes après, alors que les secours sont déjà en route, le cauchemar des Brudon n'est pas encore terminé. On était regroupés dans le salon, mais on entendait encore des bruits sourds taper sur la porte. On entend un bruit sourd et on sait que la porte vient de lâcher. Et là, je sais que c'est fini, quoi. Ça vient vers nous. Et ça dégénère. Justine hurle, le bébé aussi. Et on est tous tétanisés, on peut plus bouger, quoi. Alors Justine ouvre la porte-fenêtre. On n'a pas le choix, on ne peut pas lutter. C'est la solution, il nous reste que cette solution. On ne peut plus faire marche arrière. Au moment de sauter, on était vraiment absolument pas conscient de le faire. On n'avait pas conscience du danger. Et c'est comme ça que, un à un, dans un mouvement de panique, ils se jettent tous par la fenêtre du 2e étage. Les pompiers sont arrivés sur les lieux 13 minutes après avoir reçu l'appel. En arrivant sur place, ils ont constaté que Justine était morte sur le coup, en tenant dans ses bras son bébé décédé également. Ça me hantera toute ma vie.
D'après les membres de la section 13, les faits sont sans équivoque. À la suite d'une séance de spiritisme, les membres de la famille Brudon sont pris de panique et se jettent un par la fenêtre. Justine Brudon, 33 ans, et son bébé Adam, âgé de 4 mois, sont tués dans leur chute. L'analyse des extraits vidéo par la section 13 n'a pas permis de mettre en évidence les raisons qui ont poussé la famille Brudon à se défenestrer. Qu'ont-ils tenté de fuir le soir du 10 mars 2011? Tous sont formels et affirment dans leur déposition avoir été agressés et poussés à commettre l'irréparable par le diable. Même si la section 13 a des explications tout à fait probables sur la manière dont les événements se sont déroulés, il fallait encore en trouver les origines. Si les faits tels qu'ils sont racontés par les victimes sont très impressionnants et apparemment sans équivoque, l'analyse scientifique de chaque élément éclaire l'affaire sous un tout nouvel angle. Bien souvent, c'est la résolution de ces petits mystères qui nous guide vers la solution. Donc avec l'équipe, on a repris l'ensemble du dossier, histoire de voir s'il n'y avait pas des détails qu'on aurait pu oublier. Les membres de la section 13 se penchent alors plus en détail sur les différents dossiers médicaux des rescapés. On découvre qu'Alexandre Ambert est pris de nausées avant la séance de spiritisme et apparemment Chantal et Pierre souffrent des mêmes maux. Sensations étranges, vertiges, nausées, maux de tête, ce sont les sensations éprouvées par toutes les personnes présentes ce soir-là. Mais alors que le lieutenant Xavier Etchebarri pense avoir trouvé une piste, celle-ci se révèle très vite une impasse. Toutes les analyses bactériologiques des aliments ingérés ce soir-là se sont révélées normales. Aucune trace de toxine dans les aliments qui aurait pu provoquer ce genre de symptômes. Non mais c'est ridicule. Vous pensez vraiment qu'une intoxication alimentaire peut pousser des gens à se défenestrer? Pourtant, c'était évident que tous souffraient des mêmes symptômes. Nous devions juste en trouver l'origine. La piste de l'intoxication n'est alors pas totalement écartée. Si elle ne trouve pas son origine dans les aliments ingérés ce soir-là, elle pourrait en revanche provenir d'une source encore plus dangereuse. C'est seulement en étudiant en détail le rapport d'enquête que le lieutenant Etchebarri s'est rendu compte qu'il avait été fait mention d'une panne de la chaudière de l'immeuble. Ça peut paraître un peu idiot, mais si vous connaissez les bâtiments HLM, vous devez savoir qu'ils sont très bien chauffés. Et justement, c'était le cas de cet immeuble. Sauf que la veille du drame, un problème important est survenu au niveau de la chaudière collective de l'immeuble. La totalité du bâtiment s'est retrouvée sans chauffage central le vendredi soir et la réparation n'était prévue que pour le lundi matin. Chantal Brudon choisit alors d'utiliser un vieux chauffage d'appoint. Avec un bébé de 4 mois, il fallait absolument trouver une solution. En faisant le lien entre les symptômes ressentis par les victimes et ce problème de chauffage, le lieutenant Xavier Etchebarri pense instantanément à la première cause d'intoxication domestique recensée chaque année en France. Le monoxyde de carbone. Le plus simple des oxydes de carbone. En gros, c'est une molécule composée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. En fait, c'est un gaz qui est à la fois inodore, incolore, insipide et non irritant. En clair, il est indétectable par l'humain, mais extrêmement toxique. Chaque année, plus de 6000 personnes sont intoxiquées au monoxyde de carbone et 300 d'entre elles meurent suite à un arrêt respiratoire. Le chauffage d'appoint, utilisé par Chantal Brudon le soir des faits, intéresse alors les enquêteurs de la section 13. Car un tel appareil peut générer, lors d'un dysfonctionnement, des émissions gazeuses particulièrement dangereuses, entraînant des troubles chez les individus. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le monoxyde de carbone peut être aussi responsable d'autres symptômes, neurologiques cette fois-ci, comme des hallucinations, des troubles émotionnels, la perte de conscience, voire même la démence. Visions étranges, apparition de silhouettes, syndrome de peur-panique, bruit effrayant d'origine inconnue. Tous les témoignages dans cette affaire sont vraiment édifiants. Parce que quand le cerveau est mal alimenté en oxygène, il est capable de nous faire voir ou entendre n'importe quoi. Et d'agir n'importe comment aussi d'ailleurs. Ajoutez-y un conditionnement psychologique, comme par exemple une séance de spiritisme. Alors ça peut expliquer les actes de folie et les hallucinations collectives dont ils ont été victimes ce soir-là. Les autres phénomènes paranormaux ayant été révélés ce soir-là vont également faire l'objet d'une tentative d'explication. En visionnant la vidéo, on peut pourtant voir très clairement le verre bouger de façon incroyablement rapide sur la table.
comme poussés par une force surnaturelle. On sentit une force. Personne ne bougeait ce verre. Vous entendez? Personne ne bougeait ce verre. Je suis persuadé qu'ils sont tous de bonne foi quand ils affirment qu'ils ne font pas bouger le verre de leur propre volonté. Et parfois nos sens nous jouent des tours, et si vous ajoutez à cela le monoxyde de carbone... Concrètement, ils ont tous le doigt sur le verre. L'esprit va partir. Pierre, Chantal, qu'est-ce qui se passe? On entend des murmures horribles dans le babyphone. Une espèce de voix bizarre, un langage... J'avais jamais entendu ça. Je sais que les gens pensent qu'on a tous halluciné, mais non, on l'a tous entendu. On a tous entendu quelqu'un appeler à Adam. Quelqu'un entend quelque chose, il est tout seul, non. Mais là, on était 4. À ce stade de l'enquête, la thèse du spiritisme ne semble pas convenir aux membres de la section 13. À ce jour, le spiritisme n'a pas été reconnu comme une science basée sur des faits avérés. Des scientifiques se sont penchés sur la pratique de la transcommunication instrumentale, appelée aussi TCI, permettant d'enregistrer des images de l'au-delà au cours de séances de spiritisme. L'objectif est d'utiliser les ondes radio afin d'établir un contact enregistré sur bande magnétique avec les morts. Dans leur rapport, les experts ont démontré que ces communications étaient probablement terrestres et qu'elles n'apportaient aucune piste sérieuse. Les enquêteurs de la section 13 vont donc approfondir d'autres pistes plus rationnelles permettant d'expliquer la défenestration des Brudons. Concernant les bruits étranges dans le babyphone, j'ai envie de dire qui n'a jamais fait l'expérience d'interférence radio avec un talkie-walkie. C'est le même principe. Il y a un émetteur qui produit des ondes et un récepteur qui les reçoit. Et une perturbation de ces ondes, quelle qu'elle soit, peut facilement créer des bruits étranges. Il y a quelque chose qui continue à m'intriguer, oui. C'était cette odeur de soufre que nous avions sentie en pénétrant dans l'appartement. Oui, sauf que là encore, il n'y a rien d'étonnant. Une mauvaise combustion dans un poêle à pétrole peut facilement engendrer du dioxyde de soufre. Et contrairement au monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre est très odorant. Les analyses scientifiques apportent donc un autre point de vue à cette affaire, qui discrédite en bonne partie la thèse d'événements surnaturels et permet la réinterprétation des témoignages des victimes. Chantal, Alexandre, Pierre et Justine ont tous probablement été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Et il y a 90% de chances de penser que ce soit ça qui leur ait fait entendre et voir des choses inhabituelles. Persuadés d'avoir en partie résolu ce mystère, les enquêteurs de la section 13 vont de nouveau se retrouver dans une impasse. Il est bien évident que nous attendions avec impatience le retour du labo. Et là, je ne vous cache pas que quand nous avons reçu les premiers résultats du labo, nous avons été extrêmement surpris de la conclusion que rendait le rapport. Après de multiples analyses en laboratoire, le lieutenant Etchebarri établit son rapport et transmet ses conclusions à ses collaborateurs. Elles étaient négatives. Lors des tests en laboratoire, aucune dose anormale de monoxyde de carbone ne s'était échappée de ce chauffage d'appoint. Et attention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas ce soir-là. Parce qu'une mauvaise combustion peut toujours arriver exceptionnellement à un moment donné. Mais nous n'avions aucune preuve formelle. Si la thèse du monoxyde de carbone s'avère être incertaine, le rapport d'autopsie de Justine Brudon s'avère être particulièrement troublant. Le corps de la jeune femme a été frappé avant la chute. Elle porte plusieurs entailles au bras et au visage, des marques de résistance. Justine Brudon a été violentée avant de se défenestrer. Je ne sais pas si vous comprenez bien la situation, mais là on est quand même dans une affaire assez particulière. Le 10 mars 2011, une scène d'une rare violence s'est jouée dans l'appartement des Brudon, poussant les 4 membres de la famille à se défenestrer. Quelqu'un ou quelque chose était donc bien présent ce soir-là. C'était pas quelque chose d'humain, j'en suis sûr. Hallucination collective, intoxication au monoxyde de carbone ou phénomènes inexplicables, la section 13 est dans l'impasse. Là, effectivement, dans cette enquête, il y a un point mystérieux. J'ai un peu le sentiment que dans cette histoire, il manque quelque chose. Mais c'est une incroyable découverte qui va relancer l'affaire. Dans cette enquête, nous avons mis la main en poussant nos investigations sur un certain nombre d'éléments extrêmement troublants.
Le 11 mars 2011, soit 19 heures après les faits, la section 13 reçoit les données du téléphone d'Alexandre Rambert, endommagé lors de la soirée. Le laboratoire scientifique a pu récupérer les données, dont une nouvelle vidéo qui révèle la présence d'une 5e personne ce soir-là. L'homme qui apparaît sur cette vidéo s'appelle Bernard Godin. Il est le tout nouveau compagnon de Chantal. Sous le choc lors de leurs premières auditions, aucun membre de la famille, ni Alexandre Rambert, n'ont évoqué la présence de cet homme le soir des faits. Lors de leur deuxième audition, Pierre et Chantal Brudon, ainsi qu'Alexandre Rambert, affirment que Bernard Godin n'a pas participé à la soirée et qu'il n'a assisté aux événements à aucun moment. Il était évident que Bernard Godin était une des clés essentielles de cette affaire. Et en poussant nos investigations sur lui, très rapidement, cela a porté ses fruits. Devant ce tout nouvel élément, les enquêteurs veulent auditionner Bernard Godin. Ils se rendent immédiatement à son domicile. Au moment de leur arrivée sur les lieux, Bernard Godin n'est apparemment pas présent dans l'appartement. On terminait les premiers relevés, les premières captations vidéo et photos dans l'appartement. Et là, on entend un bruit bizarre. On retrouve Bernard Godin, prostré et ensanglanté dans sa salle de bain. Au moment où les enquêteurs s'approchent de lui pour lui porter secours, l'homme se jette sauvagement sur eux. On s'y mit à 4 pour le mettre face contre terre. Il s'était relevé, il s'est jeté sur nous. Mais on a quand même réussi à le bloquer. Il était dans une démence, puis une force surhumaine. Bernard Godin est emmené au commissariat pour être entendu. Mais étant donné son état, il est rapidement vu par un médecin et on l'évacue vers un hôpital psychiatrique. Bernard Godin a perdu la raison. À ce moment-là, tous les regards se tournent évidemment vers Bernard Godin. 4 personnes se sont jetées par la fenêtre. Il est le suspect numéro 1. On est tous convaincus que les gens ont voulu sauter à cause de ce malade. Et les éléments que nous avons trouvés n'ont pas manqué de nous laisser perplexes dans un premier temps. Dans le rapport de l'expert en morphocriminologie, il est stipulé que les traces relevées dans la salle de bain sont le résultat d'une sévère démence. On se dit qu'effectivement, quelqu'un qui est dans un tel état de démence peut avoir basculé dans le crime. Après analyse du laboratoire, il s'avère que le sang prélevé sur les murs serait celui de Pierre Brudon et de sa femme Justine, décédée le soir du drame. L'étude des relevés d'empreintes a permis d'identifier les traces de mains retrouvées dans la salle de bain. Elles correspondent aux mêmes traces retrouvées dans l'appartement des Brudon. On se dit qu'effectivement, il y a dû y avoir une bagarre dans l'appartement et que c'est lui qui les aurait poussés à se jeter par la fenêtre. Franchement, j'espère une seconde que l'affaire est résolue et que je vais pouvoir rentrer chez moi. Qui est réellement Bernard Godin? Qu'a-t-il fait le soir du drame? Et pourquoi a-t-il été retrouvé ensanglanté dans la baignoire de son appartement? L'homme se serait-il enfui après avoir poussé violemment les membres de sa famille à se défenestrer? D'après les témoignages des victimes, la présence de Bernard Godin n'est curieusement pas évoquée le soir des faits. Innocent ou coupable, Bernard Godin est au centre des investigations de la section 13. Les investigations que nous avons menées avec le commandant Lournec, d'ailleurs, qui s'est occupé de cette partie du dossier sur le passé de Bernard Godin, nous permettent clairement d'envisager ce scénario sous un autre angle. Bon, Bernard, ça fait, on va dire, ça fait 17 ans que je le connais. Alors au début, c'était pas facile, il a perdu sa première femme, au décès de sa femme, c'était compliqué, hein. Il avait du mal, bien entendu. Il était veuf, moi j'étais divorcée. Il avait beaucoup d'humour, on s'est tout de suite bien entendu. Dans un premier temps, le couple s'entend à merveille. Bernard Godin a une bonne situation, il travaille dans une agence immobilière de Massy-Palaiseau et vit dans un petit appartement situé à 800 mètres du domicile de sa compagne. Il passe de plus en plus de temps au domicile de Chantal. Il se marie le 23 janvier 2010
Et au moment où Bernard Godin s'apprête à emménager chez Chantal Brudon-Godin, Pierre, son beau-fils, perd son emploi. Le jour où Pierre et Justine sont venus vivre à la maison, son comportement a commencé à changer. La jeune femme accouche peu de temps après s'être installée chez ses beaux-parents. C'est donc 3 personnes de plus qui vivent désormais sous leur toit. Il était à bout, il était très fatigué, il était stressé, il n'arrivait pas à dormir à cause du bébé qui pleurait tout le temps. Évidemment, ça n'a pas été facile. Ils accueillent un jeune couple et leur nouveau-né, le tout dans un appartement d'à peine 60 mètres carrés. Progressivement, des tensions apparaissent entre Bernard Godin et Pierre Brudon, son beau-fils. Il me rabaissait tout le temps. T'as pas de travail, t'es un raté. L'un voulait pas céder, l'autre non plus, c'était sans arrêt, voilà. 2 coqs dans une basse-cour. Ma mère, au début, oui, elle prenait un peu ma défense. Puis après, elle se laissait écraser par Bernard, comme tout le temps. Le 28 février 2011, Bernard et Pierre ont une violente altercation. Ouais, je m'en rappelle très bien. Ouais. Adam était en train de pleurer et il avait faim. Et là, il est rentré dans la cuisine comme un cinglé. Il criait. Il m'a même dit qu'il allait jeter mon bébé dehors. J'ai essayé de calmer Bernard, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas de compromis possible. Je l'ai giflé. Je sais que j'aurais pas dû, mais je l'ai giflé. Évidemment, on ne balance pas toute sa famille par la fenêtre au prétexte qu'on est en conflit avec son beau-fils. Mais au vu de ces éléments, il apparaît que dans cette famille, tout n'était pas si rose. Après avoir enquêté auprès de M. Gottimbaud, l'ami et le collègue de travail de Bernard Godin, il s'avère que notre suspect avait de gros problèmes à son travail. Oui, il avait reçu plusieurs blâmes du patron, mais il traversait une période difficile. Apparemment, Bernard Godin avait eu récemment des altercations, des disputes assez violentes avec des clients. Et évidemment, son patron avait pris des sanctions à son égard. Le 23 février, dans l'agence immobilière où travaille Bernard depuis plusieurs années, celui-ci est bel et bien victime d'un burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Souvent lié à une dépression, le burn-out s'exprime parfois par une crise très impressionnante. Et le simple fait qu'il n'en ait parlé à personne, pire encore, il a continué à faire semblant d'aller travailler comme si de rien n'était. Pour moi, ça en dit long sur son état de détresse. À la suite de son burn-out, Bernard Godin sombre dans une profonde dépression. Il trouve alors réconfort auprès d'un groupe occulte et entraîne sa femme Chantal dans des séances de spiritisme. Je l'ai suivi dans son idée de faire des séances de spiritisme. Ça m'a plu et on a commencé nos séances. Le couple s'était rapproché de spirites avertis qui prétendaient pouvoir se connecter avec l'au-delà. Derrière ce groupe de spirites se cache en réalité une véritable secte satanique. Aujourd'hui, ce mouvement rassemble des milliers de personnes à travers le monde et l'on recense plus de 25 000 adeptes en France. Sacrifices, pédophilie, drogue, suicide. En l'espace de quelques années, le nombre de ces cas liés à des messes noires ont triplé selon les rapports de la gendarmerie. C'est une secte, mes hommes et moi, que nous avions infiltrée depuis très longtemps, avant l'affaire de M. Godin. Et pendant plusieurs mois, nous avons vu des choses voilà, qui n'étaient pas normales. Il faisait des séances où il y avait une personne au milieu, énormément de personnes autour, où ils étaient conditionnés. C'était un envoûtement, ils étaient envoûtés, voilà. Les personnes étaient envoûtées. Bernard Godin et sa femme Chantal sont alors conviés à des messes noires au cours desquelles ils assistent à des rituels extrêmement choquants. Monsieur Godin faisait partie de ce mouvement, avec son épouse bien sûr. Le 1er mars 2011, soit 10 jours avant la défenestration des victimes, il se rend avec son épouse Chantal à une soirée de spiritisme qui va profondément le choquer. Lors d'un exorcisme, Bernard Godin est pris d'une violente crise et s'écroule face contre terre. Il est alors conduit d'urgence à l'hôpital psychiatrique afin d'y être soigné pour une sévère démence.
Une semaine après les faits, Chantal, Justine, Pierre et Alexandre se défenestrent suite à une séance de spiritisme qui va tourner au cauchemar. Le 13 mars 2011, 3 jours après les faits, l'expertise ADN des traces et empreintes retrouvées dans la salle de bain de Bernard Godin va littéralement relancer l'enquête. L'ADN du sang prélevé sur les murs correspond à celui de Pierre Brudon et de sa femme Justine, décédés le soir du drame. Afin d'éclaircir plus en détail les circonstances de la tragédie, Robert Brunel part auditionner Bernard Godin dans un hôpital psychiatrique parisien, dans l'unité des malades dangereux. Alors en UMD, quand j'étais le voir pour la première fois, il était assis, on était face à face, il était prostré, vraiment prostré sur lui-même, quoi. Et petit à petit, il s'est dévoilé. En rentrant chez lui, le soir assez tard, il a vu sa famille et quelques amis en train de faire une séance de spiritisme. Maman est tu là, esprit libère-nous. Esprit libère-nous. Et il ne voulait absolument pas y participer parce qu'il était fatigué. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, le capitaine Brunel va progressivement reconstituer les faits. À 1h45 du matin, exténué, Bernard Godin quitte le salon et se dirige vers la chambre pour dormir. Pendant ce temps-là, la séance de spiritisme se poursuit et les participants sont de plus en plus conditionnés et anxieux. Au même moment, le bébé de Justine se met à pleurer et réveille Bernard Godin. Dans la nuit, il entend du bruit, un bébé pleurer. Agacé par les pleurs du bébé, Bernard Godin crie le nom d'Adam afin que quelqu'un aille s'en occuper. Ça épelle le nom d'Adam. On a tous entendu quelqu'un appeler Adam. Il tape au mur. Et on entend des bruits sourds dans les murs. Le bruit continue, il se lève. Bernard Godin se dirige vers la chambre du bébé afin de le calmer. Au même instant, Justine se rend au chevet de son enfant et y aperçoit Bernard Godin. On a tous couru. Je rentrais immédiatement dans la chambre et là je le vois. C'était pas humain, quoi. Conditionnés par la séance de spiritisme, les membres de la famille vont alors prendre Bernard Godin pour une apparition maléfique. Ils m'ont pris pour le diable, ces mots. Ils m'ont pris pour le diable. Ils nous voulaient du mal, ils voulaient nous prendre Adam. Les membres de la famille vont se jeter sur Bernard Godin, vont l'agresser, lui asséner des coups, vont tenter de le mettre dehors. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on sentait vraiment une force. Mais on touchait à peine. Une violente bagarre éclate. Bernard Godin repousse tant bien que mal la famille qui l'assène d'une multitude de coups. L'altercation se poursuit dans le salon. Les meubles et les divers objets volent en éclats. Ils l'ont jeté à terre, ils l'ont battu à sang. Affolée, Justine Brudon prend son bébé dans ses bras et se jette du balcon. Puis c'est au tour de Pierre, Chantal et Alexandre. Sans pouvoir faire quoi que ce soit, il les a vus un par un se défenestrer. Il est parti dans son deuxième appartement, où nous l'avons retrouvé. Il était en sang, recroquevillé dans la salle de bain, et sa vie s'est arrêtée là. Il a basculé dans la folie. Vous vous rendez compte de voir ça devant ses yeux, sa famille se jetait par la fenêtre. C'est la chute d'un homme aux enfers. L'enquête psychologique menée sur la personne de Bernard Godin permet la réinterprétation du drame de ce 10 mars 2011. Et chose troublante, aucun des protagonistes présents lors de cette soirée tragique n'a souhaité porter plainte contre lui. Je vous assure, c'était pas Bernard. J'en suis sûre, c'était pas Bernard. Il n'a pas pu défenestrer un par un tous les membres de sa famille. Les experts qui ont été mandatés par le tribunal pour se pencher sur le cas de Bernard Godin ont déclaré ce dernier irresponsable. Depuis cette nuit de mars 2011, Bernard Godin a sombré dans la démence. Reconnu non responsable des faits, il est aujourd'hui interné dans un hôpital psychiatrique et plongé dans un profond mutisme. Officiellement, l'affaire est résolue et classée. Mais aujourd'hui, il y a encore des choses que je ne m'explique pas. Et c'est justement pour ça que j'étais persuadé que tout n'avait pas été dit sur cette affaire. Oui, on nous donne un certain nombre d'explications parfaitement logiques. Sauf que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
Malgré le classement officiel de l'affaire, les membres de la section 13 restent sceptiques. Des zones d'ombre persistent dans cette mystérieuse histoire. Tout n'a pas pu être expliqué scientifiquement. Je pense notamment au témoignage de Micheline Leclerc et ainsi que les fameuses traces étranges que l'on a retrouvées dans l'appartement. Non, les pompiers sont formels. Quand ils sont arrivés dans l'appartement, il n'y avait pas d'incendie. Et s'il y avait eu de toute façon une flamme de cette dimension devant la porte, l'appartement aurait été complètement carbonisé. Pourtant, Micheline Leclerc est une personne tout à fait saine d'esprit. Elle n'a rien bu, elle n'a pas pris de médicaments ce soir-là. Une voisine qui voit une silhouette en feu. Des traces inexplicables de brûlures en forme de mains et de pieds. Et une femme persuadée que son mari est possédé. Oui, c'est vrai, ça laisse perplexe le plus cartésien d'entre nous. La section 13 a officiellement résolu l'affaire de la défenestration de Massy-Palaiseau. Celle-ci a d'ailleurs été classée sans suite par le procureur de la République auprès de la Cour d'appel de Versailles. Rien de paranormal n'a clairement été identifié dans ce dossier, même si encore aujourd'hui, il reste des éléments non expliqués et des questions en suspens. Personne ne saura jamais ce qui s'est réellement passé dans l'appartement des Brudon, cette nuit du 10 au 11 mars 2011.